donc a priori, on va pouvoir commencer la conférence du coup. L'idée, c'est de parler avec vous de la préparation du concours, pas vraiment de vous faire une présentation exhaustive de comment préparer le concours, mais plus de vous présenter nos parcours personnels et puis surtout de vous permettre de poser des questions pour vous apporter des réponses qui soient adaptées à vos situations à vous, puisqu'on prépare le concours tous de manière très différente et qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc voilà le format que nous, on avait envisagé. On espère que ça vous convient. Je vais commencer. Alors moi, je m'appelle Eulalie Brissé-Pénaud et j'ai 24 ans. J'ai passé le premier concours et je l'ai eu à la première tentative. J'ai fait une prépa publique avec Sciences Po puisque j'étais issue d'un IEP de province. Et j'ai passé le concours avec la préparation à l'ENM de Sciences Po Aix-en-Provence, qui m'a suivie pendant les écrits et pendant les oraux. Voilà, j'ai eu le concours et je fais partie de la promotion 2024. Donc pour ma part, j'ai fait des études de droit et de langue en licence. J'ai décidé de plutôt partir sur le droit en master droit civil et procédure civile. Pas un master vraiment fait pour passer l'ENM parce que j'étais pas encore certaine de ce que je voulais faire. Et ensuite, quand je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais, j'ai intégré une classe prépa talent. C'est un dispositif mis en place par l'ENM pour les élèves boursiers. Il y en a 7 en France, dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, mais aussi à Besançon, Douai. Donc, c'est un dispositif qui permet de préparer le concours en présentiel et qui, en petits groupes, puisqu'on est maximum 15 élèves, et qui prépare avec des concours blancs toutes les semaines et 3 concours blancs type ENM dans l'année. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de préparations. En réalité, que ce soit prépa privée ou prépa publique, les prépas privés étant soit en formule présentielle, soit en formule distancielle. L'objectif, c'est de s'entraîner au concours et donc on retrouve ce même rythme d'une épreuve par semaine à minima et puis d'une semaine complète d'épreuves pour se familiariser avec la semaine de concours qui est quand même assez intense. Passer 5 jours à composer, c'est faut de l'entraînement. Donc l'essentiel, c'est ça, c'est pendant sa prépa de s'entraîner. Et donc il y a vraiment plusieurs moyens de le faire, les prépas privées, mais aussi Sciences Po, qui prépare soit dans les IEP de province, soit à Paris. Et puis les IEJ, qui sont également une prépa publique et qui préparent au concours avec des cours et des corrections de copies. C'est vrai que généralement, les IEJ sont doublés d'une prépa privée de l'autre côté pour avoir plus de matériel. Et enfin, il y a les classes prépa talent, donc qui préparent également au concours. On pense qu'on vous a présenté à peu près le mécanisme. Et il y a aussi les concours professionnels. Là, on vous parle du premier concours. Mais c'est évidemment pas le seul moyen d'accéder à l'ENM. Il y a les concours professionnels. Mais ça, on pourra détailler un petit peu si vous avez des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions, globalement? J'ai pas compris, c'était quoi la différence entre un IEJ et une prépa talent ou une prépa privée? L'IEJ, en fait, il est rattaché à la fac de droit. Alors que la prépa talent, c'est vraiment un dispositif qui est propulsé par l'ENM et qui existe dans différentes villes, mais pas forcément dans des villes où il y a des facs de droit. La prépa talent, c'est également réservé aux élèves boursiers. Il y a une sélection par dossier et ensuite à l'oral. Moi, par exemple, j'avais été admise à la prépa talent d'Orléans, mais comme j'étais admissible au concours, je me suis concentrée sur la préparation des oraux et je suis pas partie en prépa talent. Et la différence avec les prépas privés, c'est qu'une prépa privée, c'est pas un organisme rattaché à une fac, c'est comme une entreprise, mais qui vous propose de la préparation au concours, soit en présentiel dans des locaux, soit en distanciel. Les prépas privés recrutent leurs propres enseignants, recrutent des correcteurs de copies et ils préparent leurs propres polycopiés. Les polycopiés, ce sont des fascicules qui reprennent le contenu du programme qui est attendu à l'ENM et à partir duquel vous allez réviser. Et donc, du coup, c'est vraiment séparé. Enfin, on fait déjà une distinction entre public, privé pour la préparation. Et ensuite, à l'intérieur du public, il y a des sous-catégories. Institut de sciences politiques, Institut d'études judiciaires et puis les classes prépa talent.
Oui, on va être honnête, oui. Alors, la majorité, déjà, il faut savoir aussi en termes de statistiques quels sont les moyens de préparation privilégiés. On va être honnête, 90 à 95% des auditeurs de justice sont préparés avec une classe préparatoire privée. Donc, il y en a deux. Qui sont qui sont celles qui préparent principalement au concours. L'autre prépa est l'ISP. Donc les classes de préparation privée, elles ont un coût qu'on peut estimer pour les écrits entre 3 000 et 4 000 euros. Et pour les oraux, il faut rajouter bien 2 000 euros. Donc voilà, mais c'est une préparation qui est avec des cours en distanciel, des polycopiés de qualité et un suivi aussi, une correction des copies bien individualisée. Pour les classes prépa talent, il y a un taux aussi de réussite qui est quand même assez bon. Moi, je sais que sur mon année, on était 9 à passer le concours. Donc, on était vraiment en petit groupe en présentiel, avec forcément des rapports très privilégiés avec les professeurs. On a été 2 à réussir le concours. Donc, ça fait quand même un taux... Le taux d'admission à l'ENM, il est autour de 1 sur 8 à peu près. Donc, ça faisait quand même presque le double. C'est difficile après de vous le quantifier parce qu'en réalité, d'une prépa, d'une ville à l'autre, la préparation est différente. Donc, il faut regarder les rapports du jury. Chaque année, le jury édite un rapport qui est disponible sur le site internet de l'ENM, qui est une mine d'or pour ceux qui préparent le concours, parce qu'à la fois, il décrypte les épreuves, les attendus pour chaque épreuve et ce qui a été repéré comme étant manquant dans les copies et ce qui a été valorisé par le jury. Et puis aussi parce qu'ils vous font des statistiques sur les régions, quel est le nombre d'admis par région, mais aussi quel est le nombre d'admis selon les préparations. Et ça vous permet de vous rendre un peu compte de ce qui fonctionne ou non. Après, je pense que la préparation, ça doit vraiment être quelque chose de personnel. Certaines personnes vont préférer avancer de leur côté en distanciel. D'autres vont avoir besoin du présentiel pour se rassurer, se dire qu'elles ne sont pas enfermées toute la journée à réviser. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être assez personnalisé et je pense que ça se réfléchit assez tôt d'appeler, tout simplement, des fois d'appeler les prépas privés ou de se renseigner sur Internet pour regarder les prépas publiques, ce qu'elles proposent, afin de savoir un petit peu comment vous voulez préparer le concours. Et puis, ça peut aussi changer en cours d'année. Enfin, il y a plein de façons de préparer le concours. Et voilà. Mais il faut être honnête, la majorité ont une prépa privée. Oui. Peut-être prendre le micro comme ça. Tout le monde pourra en profiter. Moi, je me fie par exemple au niveau des délais de la fac, ça va être du septembre-mai. Pour les prépas, c'est quoi la date de commencement? Même l'examen, les écrits, je crois qu'ils sont en juin. Je ne sais pas trop pour les oraux. Il me semble que les prépas privées commencent en principe en novembre. La date des écrits pour l'ENM, oui, c'est généralement dernière semaine de mai ou première semaine de juin. Et alors certains IEJ, il me semble qu'ils commencent aussi pas avant octobre-novembre. Et pour les prépas talents, c'était début novembre, en tout cas, début octobre. Dans notre cas. Donc, il y a un calendrier qui est assez variable selon les prépas. Et au niveau des oraux, les oraux ont lieu entre septembre et novembre. L'idée, c'est que les résultats arrivent courant... Alors, ça dépend quand même des années, mais fin juin, début juillet, mi-juillet. Donc en réalité, on a 1 mois et demi, 2 mois de préparation suivant la chance qu'on a, puisque c'est une lettre de l'alphabet qui est tirée au sort lors des écrits qui détermine l'ordre de passage pour les oraux. Donc le temps de préparation est un peu variable, mais l'idée c'est d'avoir à peu près 8 mois de préparation aux écrits, donc de commencer vers octobre et d'aller jusqu'à fin mai. En tout cas, sur les délais de préparation, c'est presque une année scolaire en réalité. Moi, c'était une question par rapport au concours professionnel. Est-ce que ça serait possible de développer un peu plus concernant ces voies d'accès qui sont particulières et qui ont été réformées? Alors, je vais essayer de vous dire ce que je sais, de ne pas vous dire de bêtises sur ce que je ne sais pas. Le concours professionnel, alors avant, il y avait 3 concours
pour passer la magistrature. Le premier aux étudiants, le deuxième aux professionnels qui évoluent dans le droit quand même, et le troisième pour des professionnels qui ont un certain nombre d'années qualifiantes, mais pas forcément dans des professions juridiques. Et il y avait ensuite l'intégration 18-1 qu'on appelait, qui était sur dossier. Désormais, le deuxième concours reste, me semble. Le concours complémentaire qui existait avant est supprimé et il y a désormais un concours professionnel qu'on appelle et qui n'est plus calé sur le modèle concours d'une semaine, mais qui a une épreuve de notes de synthèse. Est-ce que l'épreuve de notes de synthèse, c'est une notion qui parle à peu près à tout le monde ? Ok. Donc, une épreuve de notes de synthèse et à l'issue de cette épreuve, un grand oral. Où là, ce sera une épreuve assez classique qui mélange parcours personnel, professionnel et culture générale. Et ce seront désormais pour le concours professionnel, ça fusionne le 18-1 et le concours complémentaire, mais je crois que du coup, le deuxième et troisième concours restent. Le deuxième et troisième concours restent toujours des voies d'accès. Mais je vous avoue qu'étant du premier concours, je suis moins calée sur les concours professionnels, et c'est peut-être ce qui manque du coup. Mais il y a une conférence... Il y a un stand la reconversion où je pense que eux sont vraiment au fait de la nouveauté puisque ça va se mettre en place là sur cette année où vous pourrez demander plus précisément quelles sont les conditions parce que je sais aussi que parfois c'est pas facile de savoir vers quel concours on peut s'inscrire ou on doit s'inscrire en fonction de notre parcours. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous apporter plus d'informations. Quels sont les masters qui sont les plus adaptés pour la préparation au concours de l'ENM ? Je ne sais pas s'il y a des masters les plus adaptés pour la préparation du concours, parce qu'au vu de notre promo, par exemple, il y en a qui ont fait des masters en histoire de l'art, il y en a qui ont fait des... Moi, dans mon cas, j'ai fait un master préparation concours de la fonction publique, mais j'en connais qui ont fait du droit de l'environnement, c'est vraiment très, très variable. Et je dirais que le master ne détermine absolument pas le type de prépa et le type de concours qu'on peut passer. Et que par contre, tout parcours peut être valorisé puisque l'épreuve de grand oral, justement, est très personnalisée. Et voilà. Et donc, le master est aussi très utile pour l'épreuve de culture générale puisque ça permet vraiment de s'ouvrir davantage à cette épreuve qui demande beaucoup d'apprentissage en matière de culture juridique et d'actualité. C'est vrai qu'on a quand même des filières master orientées concours magistrature avec les procès justice et procédure. Je crois que c'est généralement l'intitulé avec des variantes culture juridique, etc. Mais en tout cas, c'est ceux qui sont décrits comme préparant au concours. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est le contenu de ces masters-là, ce qu'ils proposent au-delà de l'intitulé. Il faut rester sur des masters qui sont assez généralistes, à mon sens, même si on peut se spécialiser sans que ça nous porte préjudice, puisque l'année de préparation a l'avantage de tout remettre à zéro. C'est une année où on reprend tout. Mais l'avantage d'un master généraliste, c'est que vous n'allez rien laisser de côté du programme de l'ENM, puisqu'il faut à la fois être bon en pénal, mais aussi au civil. Et... ça va aussi vous permettre parfois, ces masters procès, justice, procédure, de vous axer sur une épreuve ou deux du concours qui vous permettront de prendre de l'avance. Je pense à la note de synthèse qui peut être déjà travaillée par certains étudiants en M2. C'est quand même un gain de temps parce que c'est une méthodologie qu'il faut acquérir. C'est des épreuves qui sont assez longues à faire puisque c'est 5 heures. Quand on arrive sur l'année de préparation avec déjà une méthodologie sur la note de synthèse, c'est une épreuve en moins sur 4 à préparer. Sciences Po. Les masters Sciences Po sont aussi vraiment de qualité. Il faut pas croire, mais les études de droit, c'est pas la seule voie d'accès pour l'ENM. Il y a beaucoup de masters de sciences politiques qui préparent très bien, notamment parce que la culture générale, c'est leur fort, alors que nous, on a un peu plus de lacunes quand on a fait des études de droit. Donc ça, de votre côté aussi, indépendamment de votre master, travailler la culture générale un peu en amont, c'est... à mon sens, un des apports que vous pouvez faire sur vos années master. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il n'y a aucun master qui est rédhibitoire. Comme l'a dit Eulalie, il y a de tout. Et c'est pas parce que vous n'avez pas le master justice, procès, procédure à l'issue de la sélection que vos chances à l'ENM sont diminuées. Vous repartez vraiment de zéro quand vous préparez au concours. Et je préciserai que pour les masters Sciences Po notamment, qui ont souvent un volet justement préparation au concours, ils sont accessibles sur dossier certains.
Donc j'ai parfois entendu qu'il fallait repasser le concours de Sciences Po pour aller en master, alors qu'aujourd'hui tout passe par le dossier à l'issue de la L3 et donc ils sont accessibles depuis n'importe quelle licence. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça peut être sur la préparation du concours et sur le concours en lui-même aussi, hein. Moi, j'avais une question sur est-ce que c'est possible que, après avoir fait toute la formation initiale de l'ENM, on soit pas magistrat et qu'on dise non, vous avez raté. C'est possible, ce qui est à la fois rassurant et à la fois aussi source d'inquiétude. C'est rassurant parce que ça veut dire que si on fait des bourdes, ben, il va falloir qu'on soit tenu responsable de ces erreurs-là et qu'on soit sanctionné. Mais en réalité, c'est un pourcentage très très faible. Ça varie en fonction des années, évidemment, les promotions ne sont pas les mêmes, mais à minima 95% des auditeurs sont déclarés aptes. Les inaptitudes, ça vient pas forcément non plus d'un manque de travail, d'un manque classiquement, ce qu'on considérait comme un échec sur le plan académique, c'est pas toujours les raisons de l'inaptitude à l'ENM, ça peut aussi être des raisons personnelles ou familiales. Parfois, quelque chose qui se produit dans la vie personnelle qui amène à reconsidérer sa formation et son orientation. Puis ça peut aussi être parfois des problèmes disciplinaires. Donc en réalité, quand on rentre à l'école, on en sort magistrat par principe et par exception. Des fois, il y a des incidents de parcours, mais il faut considérer que c'est assez minoritaire. La formation à l'ENM est très, très qualitative. Donc là, on va partir en juridiction, par exemple, pour notre année. Et même s'il y a de l'appréhension, on se sent quand même prêt à commencer à exercer nos vraies fonctions, nos vraies futures fonctions. Donc là-dessus, voilà, l'inaptitude, elle est possible, mais elle est très rare. Et c'est plutôt des cas particuliers. Et c'est pas radical dans le sens on est admis à être magistrat ou on est inapte. Il y a aussi des redoublements qui peuvent être proposés pour les personnes qui ont besoin d'une année supplémentaire de stage. Et il y a aussi des inaptitudes partielles, il me semble, où à la suite de la formation, on peut avoir une réserve pour exercer certaines fonctions. Donc il y a tout un tas de panels, de mesures qui est possible pour s'assurer qu'on soit des bons magistrats et que justement on puisse représenter dignement la société. J'ai une autre question au niveau des prépas. Est-ce que vous en avez une en tête qui est connue pour être en présentiel ou pas? Sciences Po Paris, l'ISP aussi propose une préparation en présentiel à Paris. Il y a les IEJ aussi qui proposent IEJ Paris 1. Prépa de Sciences Po en général sont en présentiel, même que ce soit en province. Et après, je crois qu'il y a des possibilités aussi de faire un peu un mix entre présentiel et distanciel. Et là-dessus, il faut se renseigner auprès des prépas pour savoir le rythme. Je sais qu'il y a certains qui faisaient... Sciences Po Paris, il me semble, font des longues périodes de révision à la maison, puis des longues périodes de cours, puis des longues périodes de révision à la maison. Donc, c'est pas toujours, par exemple, 3 jours, 2 jours de présentiel, de distanciel. Ça peut être des... organisations différentes. Donc là, c'est pareil, il faut savoir si pour vous, c'est important d'avoir une routine ou pas, ou si au contraire, vous aimez bien faire changer un petit peu vos habitudes, histoire de ne pas vous ennuyer. Ça peut être des pistes à réfléchir en amont du choix de la prépa pour bien se caler sur vos besoins. Ok, merci. Moi, je voudrais savoir par rapport au premier concours, est-ce qu'on peut le passer autant de fois qu'on veut ou est-ce qu'il y a une limite pour le passer? Non, c'est une nouveauté depuis quelques années. Avant, c'était 3 fois limité, et maintenant, vous pouvez passer autant que vous voulez. Mais il y a une limite d'âge qui reste la même, qui est 31 ans. Mais quand on est étudiant, ça laisse quand même un peu de marge. Bonjour, moi j'ai une question par rapport aux fonctions d'assistant de justice. Est-ce que y a beaucoup de personnes qui le font en même temps que la prépa? Et est-ce que vous le conseillez? Et au niveau du temps, est-ce que c'est possible d'arriver à joindre les deux, entre prépa et assistant de justice pendant 2 jours Oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont aussi du premier concours, qui ont préparé le concours et à la fois qui étaient AJ.
Je pense que c'est assez recommandé si vous en avez l'opportunité, puisque ça donne un rythme en fait à la préparation qui est longue. On l'a dit, 8 mois pour les écrits, c'est assez important. Et puis beaucoup ont pu faire des rencontres avec des magistrats dans le cadre de ce travail, pouvoir être épaulés pendant les révisions et pouvoir vraiment avoir un aspect pratique par rapport aux révisions. Et puis, il y a plusieurs temporalités pour être agi. Il y en a qui choisissent de l'être pendant les écrits. Et je connais certaines personnes qui l'ont été pendant les oraux pour pouvoir justement avoir matière à discuter pendant le grand oral. Ensuite, pour l'emploi du temps, justement, comme les prépas ont une grande variété de propositions, c'est relativement facile de pouvoir s'adapter. Sachant que voilà, dans les juridictions, ils sont aussi conscients du fait que vous préparez le concours et donc ils sont souvent à l'écoute, ils peuvent facilement s'adapter aux emplois du temps et donc voilà, si c'est possible, je le recommande. Oui, il y a une véritable plus-value à être assistant de justice. On peut le voir comme 2 jours en moins de révision dans la semaine. En réalité, pour le grand oral, voir que vous avez déjà mis un pied dans les juridictions, c'est un vrai atout. Personnellement, moi, j'avais quand même fait le choix de ne pas prendre de poste d'AJ sur la première année parce que je voulais me dédier à ça. C'est aussi une possibilité d'attendre, entre guillemets, de le passer une seconde fois si ça ne le fait pas. Mais à nouveau, c'est vous qui devez le sentir. Je sais que certaines personnes passaient 6 jours sur 7 à réviser. C'était pas envisageable pour tenir jusqu'au bout. Et typiquement, avoir un poste dans un tribunal, c'est 2 jours qui ne sont pas perdus. Au contraire, ça vous crée aussi de la motivation de vous dire je révise, mais pas pour rien. Donc ça peut être très intéressant. Bonjour, j'avais une question concernant le grand oral. Je me demandais comment il se déroulait, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on passe sur le sujet qui nous est attribué et combien de temps dure l'échange avec le jury ensuite. Alors, le grand oral va un peu se modifier pour l'année prochaine. Moi, je vais vous parler de mon grand oral et je vous expliquerai ensuite les différences. Donc, on commence par la demi-journée par une épreuve de mise en situation collective qui va devenir une mise en situation individuelle. Donc, vous allez perdre ce temps-là d'épreuve. Donc, la mise en situation collective, c'était 20 minutes sur un sujet. On devait en discuter à 4 et trouver une réponse à apporter sur ce sujet. Par la suite, on passait un par un sur une durée de 50 minutes. On divisait ce temps de 50 minutes avec 5 minutes de présentation sur un sujet de culture générale qu'on préparait pendant 30 minutes. Donc, 5 minutes pour 30 minutes, ça va, mais il faut voir qu'on tombe des fois sur certains sujets où même avec 1 heure, on n'arriverait pas trop à s'en sortir. Donc, on faisait 5 minutes de présentation, 10 minutes de questions, où là, c'est les membres du jury qui posent des questions sur le sujet normalement de culture générale. Et ensuite, on passe à 5 minutes de questions par juré. Donc, chacun va vous interroger soit sur votre fiche personnelle, fiche individuelle que vous remplissez à l'avance. C'est une fiche de 7 pages où vous décrivez votre parcours universitaire, votre parcours professionnel, vos motivations. Je crois qu'elle va évoluer, elle aussi, dans son contenu. Et donc, du coup, on a été interrogé soit sur la fiche, soit sur le poste d'AJ quand on en a un, soit sur aussi tout ce qui pouvait leur passer par la tête, voire un peu de droit. Donc voilà, c'est assez varié, mais le déroulé, c'est ça. Désormais, on aura une mise en situation individuelle. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je pense que ce n'est pas encore fixé, mais il y aura un temps de cas pratique, entre guillemets, qu'il faudra résoudre en direct. Donc là, ce sera plus évoquer le cheminement que vous pouvez faire, la réflexion, plutôt qu'avoir la bonne réponse à chaque fois. Ça va être vraiment expliquer pourquoi vous pensez qu'il faut faire de cette manière-là dans une situation. Et c'est aussi dans le cadre de ce grand oral que le parcours personnel a vraiment une grande importance, puisque des fois, quand on a des retours de grand oraux, on est assez inquiet de voir le type de questions qui peuvent être posées. Alors, en réalité, à part les questions de procédure pure, tout a généralement un rapport avec la fiche. Moi, par exemple, j'avais des questions de diplomatie, parce que dans le cadre de Sciences Po, j'avais étudié à l'étranger. Et le grand oral a vraiment une importance de ce point de vue-là, puisque le jury essaie d'apprendre à connaître le candidat. Et donc, la fiche individuelle qu'il y a à remplir pendant la phase d'admissibilité a toute son importance. Bonjour. Vous aviez indiqué tout à l'heure que vous aviez choisi de ne pas être AJ. Je voulais savoir comment vous vous organisiez dans la préparation du concours. Alors, moi, j'avais quand même une prépa en présentiel avec la classe prépa talent, donc c'est vrai que j'avais déjà des journées assez bien remplies. Mais mon organisation, ça a été déjà de faire un premier état des lieux quand j'ai commencé à préparer de ce que j'avais
déjà vu au moins une fois, et de ce qui était tout nouveau. C'est pas facile quand on a un énorme programme de savoir par quel bout le prendre. Moi, j'avais choisi de me dire que j'avais un parcours civiliste, qu'en droit civil, j'allais faire des révisions, mais que je n'allais pas ficher les cours. Et en droit pénal, qui était quand même vraiment très nouveau pour moi, j'avais gardé mon habitude d'université qui était de ficher les cours. Et une fois que j'avais fait un premier tour du programme, c'est une première lecture, une première découverte. J'avais ensuite travaillé plutôt épreuve par épreuve en me concentrant sur ce qui était attendu. C'est-à-dire que j'avais lâché les révisions bateau, de relire, apprendre par cœur, essayer d'intégrer, et j'avais choisi de travailler en format cas pratique. Voilà, j'avais pris un ouvrage, je sais que certains éditeurs font des ouvrages de cas pratique dans les principales matières du concours, procédure civile, pénale et droit civil pénal. Et je travaillais de cette manière-là en faisant des cas pratiques, en me créant des réflexes pour pouvoir, quand j'avais un sujet de concours blanc, me dire tiens, ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vu. Je sais qu'il faut que je commence par là, que je continue par là et que je finisse par là. Pour les dissertations, c'était pareil. Je travaillais avec des sujets, je faisais des recherches en fait sur le sujet, puisque des fois j'avais aucune idée dans mes cours de la façon dont j'allais pouvoir y répondre. Et en travaillant comme ça, je m'étais constitué des petites fiches, épreuve par épreuve, sujet par sujet, et ça m'a bien aidée parce que ce qui compte, je trouve, dans l'organisation, c'est de pas se créer de fatigue tout au long de l'année, et faire la même chose tout le temps, moi ça me crée de la fatigue. Donc j'avais vraiment commencé par une phase de lecture, puis par une phase active de révision, et ça m'avait permis de changer un peu de rythme. Et après, pour la culture générale, là c'est quand même aussi pas mal de découvertes, donc pas mal de lectures, d'apprentissage, mais c'est extrêmement enrichissant. Vraiment, l'année de préparation, il faut la voir comme une opportunité de découvrir plein de nouvelles choses, de s'ouvrir l'esprit. Et moi, je prenais la culture générale comme ça plutôt que comme une corvée où il fallait que j'apprenne des auteurs par cœur. En réalité, c'est pas ce qu'on vous demande non plus. Donc voilà, mais en termes de révision, je prenais une journée par semaine minimum qui était consacrée à de la détente. Et ça m'arrivait aussi de prendre des demi-journées dans la semaine, voire des journées en plus. Et j'ai pris des vacances. Vraiment, au moment clé de vacances pour les fêtes, je touchais pas un poli et je faisais pas d'épreuve. Et j'ai senti aussi sur la fin que faire une épreuve par semaine, ça me fatiguait. J'ai arrêté à partir d'avril. Donc il faut s'écouter aussi dans une préparation au concours, savoir quand on fatigue, et surtout pas se dire que c'est la statistique qu'on ne va pas lire aujourd'hui qui va nous faire louper le concours. Parce que c'est pas le cas. Et ce que je recommande de faire assez tôt, Céline en a parlé tout à l'heure, c'est le concours, c'est un marathon, et ensuite vous allez avoir une semaine entière d'épreuves qui sont longues. C'est 5 heures où le cerveau est mis à rude épreuve. Donc moi, ce que je recommande, c'est quand même de commencer les entraînements en temps réel assez tôt dans la préparation. Alors pas se fatiguer, si au mois d'avril vous en pouvez plus, vous arrêtez, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment s'habituer à ce format qui est très particulier. 5 heures pour la plupart des épreuves, sauf le droit public, c'est 3 heures. Et les cas pratiques. Donc c'est à la fois long et à la fois c'est très dur physiquement. Donc moi je sais qu'avec ma prépa, les concours les épreuves en temps réel avaient commencé dès le mois de septembre, et j'en faisais une tous les samedis. Concernant les cours, est-ce que vous avez attendu de commencer votre prépa pour les réviser, ou comme c'est des matières que vous avez probablement déjà vues en licence ou en master, vous aviez commencé à les réviser avant même le début de votre prépa? En fait, le concours, c'est très technique. Donc, souvent, on a conscience des matières qu'on va devoir travailler. Après, pour ma part, j'avais des rudiments en droit public, un petit peu en droit pénal ou autre. Mais la préparation en termes de réviser les épreuves par rapport aux cas pratiques ou aux dissertations, j'ai commencé que pendant mon année de M2 / mon année de prépa. Oui, c'est vrai que moi, j'avais pas particulièrement commencé à réviser avant d'intégrer la classe prépa. Je me dis que c'est pas forcément le plus utile de réviser les cours, parce que ça, vous allez avoir largement le temps de le faire. Par contre, ça peut être utile
de se préparer sur d'autres points. Moi, je pense la culture judiciaire, j'en avais pas assez en attaquant la préparation, alors que c'est très facile à faire. Déjà, je manquais un peu de curiosité, j'allais pas suffisamment dans les tribunaux. Aller dans les tribunaux voir des audiences, ça prend une après-midi et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Vraiment, je vous le recommande. Lire aussi, lire les livres qui sont rédigés par des magistrats, il y en a pas mal. Lire des livres sur des procès. Pas forcément des livres où on se dit c'est de la culture G pure, j'ai l'impression de réviser, mais plus des livres où ça parle de phénomènes qui nous intéressent puisqu'on est intéressé par le droit et qui nous constituent un fond de culture un peu commune avec la communauté judiciaire, et voir les films qui passent et qui sont sur le droit. Je pense que tout le monde a entendu parler du fil de Jury numéro 2. Moi, l'année où j'ai passé le concours, c'était Je verrai toujours vos visages. C'est des références communes que vous avez ensuite avec les examinateurs au grand oral, avec les examinateurs aux épreuves techniques, puis avec aussi les correcteurs. Et ça, c'est de la préparation au concours qui vous demande pas vraiment de réviser et qui est super utile. Donc, je vous recommanderais plutôt de travailler ça tout au long de vos années universitaires, d'avoir la curiosité de voir comment l'institution judiciaire est perçue à la fois en cinéma, littérature, puis théâtre. Si vous aimez ça, il y a vraiment plein de façons de se faire de la culture générale. Et l'actualité juridique aussi, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça peut être très efficace. Suivre les procès, là je pense moi c'était V13 quand j'ai préparé le concours. C'est très facile à faire puisque la plupart des journaux généralistes documentent les procès en cours, mais suivre un petit peu les grands arrêts aussi qui peuvent marquer et avoir une influence sur le droit que vous allez justement étudier. Ça prend 5 à 10 minutes par jour. Vous pouvez vous faire des petits fascicules ou simplement vous prendre des petites notes, et c'est vraiment efficace puisque c'est des questions que vous pourrez avoir, et ce sera aussi une manière de vous démarquer au concours. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible de réussir le premier concours sans passer par une voie de classe préparatoire ou de prépa, tout simplement Oui, totalement. Moi, j'avais rencontré une fille quand je passais les oraux qui n'avait aucune prépa, qui l'avait fait une première fois avec un IEJ et qui, la deuxième année, s'était dit l'IEJ m'a servi à rien, je vais y aller toute seule. Et elle a été admise. Donc, ça existe et c'est pas non plus... Enfin, c'est pas la majorité très clairement, mais c'est pas impossible. Ce qu'il faut, l'aide en fait qu'apportent les prépas, c'est comprendre les attendus du concours. C'est pas tant... Ça facilite les choses d'avoir des polycopies à disposition qui sont actualisées, qui reprennent tout le cours. Mais ça, c'est un travail qu'on peut aussi faire avec des manuels. Donc, ce qu'il faut réussir à travailler quand on ne prend pas de prépa, c'est les attendus du concours, le moule dans lequel il faut rentrer pour avoir les notes adéquates, parce que mine de rien, c'est un moule. On attend dans une dissertation qu'il y ait une introduction qui soit structurée en plusieurs parties, qu'on ait un plan en 2 parties, 2 sous-parties et qu'on n'ait pas de conclusion. Bon, ben, c'est des choses qu'il faut savoir, et c'est généralement des choses qui sont apprises avec les corrections des prépas. Mais ça, si vous arrivez à le travailler chez vous, ben, en réalité, vous avez les mêmes chances que tout le monde, puisque le reste, c'est du travail personnel et c'est du travail qu'on peut faire avec des manuels. L'accompagnement des prépas, c'est évidemment un plus, mais c'est loin d'être indispensable. Et il y a beaucoup de ressources en fait qui sont disponibles librement sur Internet. Donc sur le site de l'ENM, vous avez les rapports du jury, mais vous avez aussi les meilleures copies qui sont très utiles pour comprendre les attendus du concours. Vous avez beaucoup de prépas privés qui font aussi des bulletins judiciaires qui mettent à disposition des copies, donc c'est utile. Ensuite, vous avez aussi des journaux qui sont accessibles, notamment je pense à la culture générale. Et encore, vous avez il me semble que c'était des ouvrages que j'avais trouvés libre disposition sur Internet. En fait, les éditeurs qui mettent des formats PDF et qui sont accessibles. Donc voilà, l'accompagnement, bien sûr, c'est un plus, mais avec toutes ces dispositions qu'on a aujourd'hui grâce à Internet, vraiment tout est possible. Bonjour, j'ai vu sur le site de l'ENM qu'il était possible d'assister au grand oral, mais il n'y a pas énormément d'informations. Est-ce que vous en savez plus et est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour la préparation ? Oui, tout à fait. Le grand oral est public et donc à chaque session de grand oral sur le site de l'ENM, normalement, il y a un formulaire pour s'inscrire.
Alors moi, j'y suis allée justement cette année pour prendre un petit peu la température. Et donc, c'est assez facile. On choisit son jour, son créneau. On se présente un petit peu à l'avance. On laisse une pièce d'identité. Et on peut rester. Donc, moi, j'étais restée pour la mise en situation collective et pour les différents grands oraux. Mais on peut aussi choisir de voir un seul grand oral, 2 grands oraux. Et les épreuves techniques sont également publiques. Donc, pareil, même chose, un formulaire. On inscrit son nom, son horaire et on peut aller voir. Alors, il y a tout un tas de. On peut aller voir le droit de l'Union européenne, le droit administratif. Donc, on peut même aller voir les épreuves de langue. Oui, et je vous invite fortement à y aller. C'est quand même une mine de renseignements pour savoir comment ça se passe et ça fait baisser le stress plutôt que d'aller dans l'inconnu pour le premier passage. Si vous avez la possibilité de venir à Bordeaux, bien sûr, parce qu'il faut s'acheminer jusqu'à Bordeaux et que c'est pas facile de tous les coins de la France. Mais voilà, c'est très bonne chose à faire. J'avais une question pour les prépas. Est-ce que vous conseillez de faire la prépa pendant le M2 ou de plutôt au contraire attendre la fin du master pour vraiment commencer à préparer le concours? Moi, je me souviens d'avoir préparé mes grands oraux avec une fille qui était à Sciences Po, qui avait passé le concours pendant son Master 2 et qui l'avait eu, et qui était très surprise de l'avoir, et du coup un peu paniquée sur les oraux, mais elle a été admise, donc tout se finit bien. Comme ils ont enlevé la barre de limitation du nombre de passages, moi je trouve que c'est très bien d'y aller en M2, que ce soit en l'ayant préparé. Je trouve que des fois ça peut être compliqué de conjuguer une préparation privée par exemple et un Master 2 où il y a quand même des horaires assez importants où on est bloqué par les cours et souvent un stage ou un mémoire. Mais en sortie de M2, aller passer les épreuves juste pour prendre la température, savoir ce que c'est de se retrouver dans un hangar avec plein de tables alignées en rangées d'oignons et beaucoup de gens, c'est quand même pas mal parce que ça démystifie un peu le concours et ça enlève du stress lorsqu'on y va. Et vous aurez potentiellement la bonne surprise d'être admissible. Ça arrive chaque année, il y en a peut-être une bonne dizaine qui sont admis en M2, je pense à minima une bonne dizaine, donc faut pas hésiter à présenter le concours en ayant travaillé de votre côté. Et moi, c'est mon cas, par exemple, j'ai passé ma 2e année de M2 et en même temps, j'ai préparé le concours. L'avantage, c'était que c'était un M2 fait pour le concours et que nos profs étaient très conscients du fait que, voilà, on était plus intéressés par le concours que par notre M2. Mais c'était très utile puisque tout ce que je préparais en M2 était utile pour le concours. Mes cours de culture générale, je m'en suis resservie. Le droit pénal, les petites révisions, ça m'a été utile. Alors, c'est de la pression, ça c'est sûr. Mais vous allez trouver un accompagnement auprès de vos professeurs qui vous connaissent, puisque généralement, ils vous suivent depuis le M1. Donc ça, c'était un réel avantage, en fait, d'avoir des professeurs qui me connaissent bien, qui savent aussi ce que je dois travailler en priorité. Pour les oraux, j'étais très surprise d'être admissible, ça c'est sûr. Et en même temps, c'était un peu la fête, quoi, d'avoir le M2 et le concours en même temps, on s'en souvient. S'agissant des épreuves orales d'admission, je voulais savoir comment se passait l'épreuve, notamment le choix des matières que vous avez eu à choisir, du coup. Comment vous avez basé votre choix et comment ça s'était passé, quelles questions ils vous ont posées. Voilà. Alors, le choix se fait au moment de l'inscription. Donc c'est quelque chose auquel il faut réfléchir assez tôt puisque là les inscriptions vont ouvrir, viennent d'ouvrir mais vont ouvrir parce que le site marche pas tout à fait. Du coup vous choisissez parmi donc il y a 4 épreuves, une épreuve de langue anglais où là pas le choix, elle est obligatoire, 2 épreuves d'oraux de droit technique avec un premier volet droit commercial, droit social, un deuxième volet droit administratif, droit de l'Union européenne, droit international privé, et une dernière épreuve, le grand oral, plus une épreuve de langue facultative. Pour le choix des épreuves, je pense que il faut quand même tenir compte de ce qu'on a comme appétence pour les épreuves, parce que réviser au mois d'août et apprendre du par cœur au mois d'août sur un sujet que vous aimez pas, c'est pas... Vraiment, je recommande pas. C'est déjà assez dur comme ça de travailler quand tout le monde est en vacances et qu'il fait 40 degrés. Moi, j'avais vraiment fait un choix de préférence. J'avais choisi le droit administratif et le droit commercial. Le droit commercial, c'est quand même, il faut reconnaître que c'est un gros programme par rapport au droit social, puisqu'on a à la fois du droit des sociétés, tout le programme de droit des sociétés, donc aussi société spéciale,
et le droit des entreprises en difficulté plus le droit des affaires. Mais moi, j'avais un parcours plutôt affairiste et en réalité, ça s'est très bien passé. Donc, si il y a un choix stratégique à faire, ce serait effectivement pas forcément le droit commercial puisque c'est plus à réviser. Mais si on a une appétence pour le droit commercial plutôt que le droit social, je recommande de prendre ce qui nous plaît le plus parce qu'au moment de le travailler, ça va être vraiment ça l'élément déterminant. Je sais pas si toi... Moi, pareil que toi, en fait, je suis allée à la facilité dans un premier temps, puisque étant ancienne élève de Sciences Po, à Sciences Po, on fait beaucoup de droit public. Et donc, j'avais déjà un bagage assez solide en droit administratif, donc j'ai pris ça parce que j'avais pas envie de recommencer une autre matière. Et j'avais pris du droit social, puisque à 22-23 ans, j'avais forcément entendu parler de CDD, de CDI, de rupture conventionnelle. Et donc, pareil, je m'étais dit au mois d'août, pourquoi pas en apprendre un peu plus sur les droits, le devoir d'un employé, d'un salarié. Donc voilà, faut y aller vraiment. Le mois d'août, c'est vraiment 5 à 6 semaines où on est enfermé chez soi. Il faut vraiment pas prendre à la légère le choix des matières et essayer de se faire plaisir, même si c'est facile à dire comme ça. Mais on peut avoir vraiment des bonnes surprises avec le choix d'une matière et réaliser qu'en fait, ça nous plaît bien. J'avais une question, j'ai pas bien saisi niveau chronologie. Quels sont les délais pour les résultats après les écrits? À peu près combien de temps après on sait qu'on est admissible ou non? Et après les oraux, quand est-ce qu'on sait si on est admis à l'ENM par rapport à la date de rentrée? Alors, ça varie selon les années. Pour l'admissibilité, donc les épreuves sont fin mai, début juin, et les résultats sont mi-juillet à fin juillet. Ouais. Pour nous, c'était le 25 juillet, mais je crois que cette année, c'était plus tôt. C'était le 15 juillet. Le 16, il me semble. 15-16, il est pas tard. 15-16 juillet. Ensuite, donc, vous avez l'admissibilité mi-juillet. Les oraux techniques sont de fin août jusqu'à fin septembre, début octobre, et le grand oral de début octobre jusqu'à fin novembre. Les résultats pour l'admission, pour nous, c'était le 20 décembre, je crois, le 19-20 décembre. Cette année, c'était plus tôt, c'était le 8 novembre. Oui, donc ça change parce qu'ils ont dédoublé le jury cette année pour le grand oral. Donc forcément, quand on dédouble, ça va beaucoup plus vite. Mais globalement, je pense que ce sera le cas pour cette année encore. Ce sera début novembre, les résultats d'admission. Donc, on va mettre fin à cette conférence au regard du timing. On vous remercie tous pour votre présence et vos questions très intéressantes. Bon courage!